L'image de la femme qui se perd dans des histoires d'amour est un cliché récurrent dans l'histoire littéraire. Cliché forgé à travers les siècles, il associe les femmes à une forme de passion irrationnelle, à une lecture absolument déconnectée du réel, comme si elles étaient destinées à se consacrer à la sentimentalité et à la passion plutôt qu'à la pensée et la rationalité. Déjà au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau nous disait que les femmes par nature étaient davantage sensibles que rationnelles. Ça commençait mal. Ce cliché, qui perdure encore aujourd'hui, véhicule une certaine idée, à savoir celle que les femmes ne peuvent que se concentrer et apprécier des lectures émotionnelles, généralement liées à des histoires d'amour, souvent hétéronormées. Pourtant, vous en doutez, cette vision a quand même toujours été extrêmement réductrice, et surtout instrumentalisée pour maintenir les femmes dans une position subordonnée, et restreignant leur accès à une véritable émancipation intellectuelle. Les grandes figures littéraires féminines, comme Jane Austen, les Sœurs Brontë ou encore Simone de Beauvoir, ont dû faire face à ce stéréotype à travers le temps, qui signifie aussi lutter contre le regard condescendant qu'on a pu porter à leurs œuvres. Donc derrière l'image de la femme fascinée par l'amour, il y a aussi l'histoire de la domination littéraire et intellectuelle. Depuis maintenant très longtemps, les femmes ont été systématiquement associées à la fiction sentimentale en termes de littérature. Une image qui, même aujourd'hui, continue de limiter leur image dans le monde du livre. Prenons l'exemple de la très célèbre Emma Bovary, héroïne du roman de Gustave Flaubert. Emma, c'est une femme qui se perd dans les pages des romans d'amour, surtout dans ses propres illusions. Et cette passion dévorante pour les lectures sentimentales devient pour elle une véritable déconnexion avec la réalité. Mais ce portrait de la femme lectrice est-il juste? On n'est pas en train de faire une critique de Madame Bovary, ça reste un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, Flaubert n'était pas un exemple, c'est le cas de dire, de féminisme. Mais Flaubert critique-t-il la littérature que consomme Emma, que lui-même a déjà lue, ou bien sa critique va-t-elle au-delà, pointant la société qui ne lui permet pas d'évoluer, de se libérer? L'ironie du sort, elle réside dans le fait qu'Emma Bovary, comme énormément d'autres femmes à son époque, a été façonnée par une société qui lui impose un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire, à remplir les cases des attentes sociales précises. Se marier, être une bonne mère et accepter son statut. Les livres qu'elle lit sont une véritable fenêtre vers un monde dit idéal où elle pourrait exister autrement, où elle trouverait l'extase, la passion, dans une société qui, elle, la réprimande pour ses désirs. Elle n'a droit qu'à un type de lecture. Et Flaubert, tout en critiquant la nature excessive d'Emma, en faisant un personnage d'ailleurs assez détestable à beaucoup de moments, condamne également, peut-être sans s'en rendre compte, un monde qui enferme des femmes dans des rôles bien définis. Une autre grande figure, Jane Austen, elle-même prise dans cette dynamique, fait de l'image de la femme lectrice aussi un objet de réflexion, mais d'une manière peut-être plus subtile. Dans son ouvrage Northanger Abbey, son héroïne, Catherine Morland, est dépeinte comme une lectrice extrêmement naïve et influencée par les lectures gothiques de son époque, très populaires notamment vers la fin du XVIIIe siècle, comme notamment les romans d'Anne Radcliffe, mais Austen, elle s'amuse beaucoup de ce cliché, en montrant la manière dont la société juge les femmes qui ont certaines lectures, tout en montrant que ces livres ne sont qu'une facette de leur très complexe monde intérieur. C'est vraiment cette idée que, à la fois, on empêche les femmes d'avoir cet accès à l'intellectualité, des lectures considérées comme légitimes, etc. pour le monde intellectuels élitistes, et on les critique également pour les seules lectures, ou en tout cas celles qu'on considère être les seules qu'elles peuvent consommer. Cherchez l'erreur. Austen, elle se contente pas seulement de moquer un peu les lectrices de romance, elle-même, encore une fois, les a consommées. Elle pointe du doigt les attentes ridicules et sociales qui sont imposées aux femmes, et par la même occasion, les lacunes de la critique littéraire de l'époque. Si Catherine, elle se laisse influencer par ses lectures, c'est en grande partie parce que l'imaginaire social de l'époque laisse peu de place à la réalité de vie des femmes. La lecture, c'est une forme d'évasion, d'émancipation, de recherche de sens que la société ne peut pas offrir, et ne veut pas offrir. Les Sœurs Brontë, en particulier, ont dû faire face à ces obstacles, notamment dans leur lutte pour faire reconnaître leur talent littéraire. Publiant comme beaucoup d'autres sous des pseudonymes masculins, en l'occurrence Currer, Ellis et Acton Bell, elles ont cherché à échapper au regard condescendant qu'on avait sur les œuvres produites par des femmes. Par exemple, Charlotte Brontë, dans Jane Eyre, présente une héroïne en pleine émancipation qui ne se laisse pas enfermer dans des rôles traditionnels. Jane est une lectrice avide, mais son désir de comprendre le monde qui l'entoure n'est pas cantonné à une quête sentimentale. C'est une quête de justice, d'émancipation et aussi de liberté intellectuelle. C'est comme les gens qui disent que Les Hauts du Hurlevent sont une belle histoire d'amour. Personnellement, j'aimerais pas avoir la même histoire d'amour. Les Hauts du Hurlevent, c'est une œuvre qui est tourmentée, qui est traversée par la violence, par également le questionnement existentiel, très très loin des clichés d'idylle sentimentale. Maintenant, parlons de la romance aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les genres littéraires souvent associés aux femmes, notamment les romances et les young adultes, sont très souvent dévalorisés. Alors bien sûr, on peut dire beaucoup de choses sur la qualité littéraire, les intrigues, l'originalité de ces œuvres, mais moi je n'en suis absolument pas une grande fan. Je ne les aime pas même. Mais ce qui est intéressant ici, et ce qui est l'objet de cette même vidéo, c'est de parler de pourquoi on dévalorise toujours autant les femmes sur leur choix de lecture. Aujourd'hui, les romans d'amour, ils sont toujours vus comme des lectures seulement divertissantes, des lectures légères, plaisir coupable, ou comme des genres qui n'ont absolument aucune valeur intellectuelle ni profondeur. Ce regard de dévalorisation, comme on l'a vu juste avant, il s'inscrit dans une longue tradition où les œuvres littéraires féminines, tout comme les femmes, sont systématiquement vues comme inférieures. Parlons du cas des dark romances. L'un des genres les plus controversés aujourd'hui, c'est la dark romance, qui présente souvent des thématiques de pouvoir et de violence au sein des couples,
souvent hétéronormés, parfois même avec des éléments de domination, de soumission. Et ces récits, qui présentent un immense succès, posent une question fondamentale. Pourquoi sont-ils autant appréciés? Et pourquoi continuent-ils surtout à être produits? Les livres sont souvent quand même critiqués pour banaliser des comportements violents à l'égard des femmes et pour romantiser des rapports de force toxiques. Donc, selon moi, il devient nécessaire à notre époque de se questionner sur les types de récits auxquels on apporte autant de crédit. Et peut-être encourager les femmes, mais aussi les hommes, à se détacher des récits qui renforcent des idées non seulement fausses, mais aussi dangereuses, car normalisant des violences et entretenant des clichés de genre qui sont toxiques peut effectivement avoir son danger. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir parle très bien de ce phénomène en proposant une analyse de la manière dont les femmes ont été conditionnées à intérioriser les rôles qu'on souhaite leur donner au sein de la société. Ça notamment à travers la littérature. Elle montre déjà que les femmes ont toujours été présentées comme des autres, des créatures irrationnelles et émotionnelles, en contraste avec bien sûr la pensée rationnelle et systématique des hommes. Beauvoir affirme que les livres, loin d'être des espaces de liberté et d'émancipation pour les femmes, peuvent aussi être des espaces où la société leur impose des représentations, notamment dans le cadre des romances. On va souvent présenter des idéaux de la femme passive, romantique et souvent victime de ses passions. Donc les lectures des femmes seraient politiquement marquées. Et ça non seulement par les récits, mais aussi par la manière dont la société interprète ce qu'elle lisent. Il est donc impératif de détruire cette notion de la femme romantique et surtout de repenser la manière dont certains genres sont associés ou non aux femmes. Pour la citer, les femmes trouvent dans les romans une manière d'échapper à leurs conditions. Mais on leur reproche précisément cette évasion, comme si elle est détournée de leurs devoirs réels. Pour conclure, comme je l'ai dit juste avant, il est essentiel de déconstruire cette image de la femme obsédée par les romans d'amour. Ces stéréotypes ne font qu'alimenter un ensemble de regards réducteurs et dévalorisants sur les femmes, leur travail intellectuel et leurs choix culturels. Toutefois, il est tout aussi nécessaire de réfléchir sur ce que nous consommons tous aujourd'hui. Le problème, il ne réside pas seulement dans la lecture de romances, mais dans les récits qui continuent de répandre les normes patriarcales et des représentations violentes. Il est donc toujours le temps de remettre en question ce stéréotype de la femme sentimentale et de continuer à se battre pour que des femmes à travers le monde puissent continuer à lire, écrire et s'exprimer au-delà des frontières qui leur ont été socialement imposées.